Hey, coucou, ça va bien? Alors, depuis que je suis au Brésil, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Brésiliens et j'ai eu l'occasion de travailler dans deux domaines différents. Le premier domaine, c'est dans le domaine de la construction, parce que j'ai fait tout un chantier dans ma maison de Rocinha. Et le deuxième domaine, c'est le domaine de l'art, parce que je travaille avec des artistes depuis un moment, depuis 2 ans maintenant. Et voilà, je travaille entre d'artistes et avec des artistes. Et alors je me suis dit que dans cette vidéo, je pouvais te parler peut-être de ce que ça représente, comment c'est travailler avec des Brésiliens, quelles sont peut-être des petites différences culturelles ou en tout cas des trucs que j'ai relevés. Je ne suis pas une experte dans les travaux, je ne suis pas une experte dans l'art, mais je suis une consommatrice, une utilisatrice et peut-être que je vais voir des trucs qui pourraient être différents avec ce que nous on peut voir en France. Alors je vais te parler du milieu artistique et après je vais te parler du milieu de la construction parce que j'ai travaillé dans les deux. Le milieu artistique, j'ai travaillé parce que j'organise des voyages pour les femmes et que je côtoie beaucoup d'artistes qui travaillent dans mon projet. Et le deuxième parce que j'ai refait cette maison. Donc j'ai vécu les travaux entiers de cette maison et là je vis les travaux entiers de mon autre maison. Alors, l'art. Je t'ai dit, je travaille avec des artistes parce que dans mon projet qui s'appelle Féminité Sororité, les intervenants sont quasiment tous des artistes. Ils sont du monde du théâtre, du monde de la musique, du monde du carnaval. Et j'ai découvert ce que c'était que travailler avec des artistes. J'ai pu comparer un petit peu avec ce que je vivais en France. En France, j'ai pas travaillé en tant que tel, j'ai pas dirigé un petit peu, et encore diriger c'est un grand mot, j'ai pas organisé des trucs avec des artistes. En tout cas, j'étais pas à la tête d'un truc où les gens travaillaient pour moi. Mais par contre, j'ai été pom-pom girl pendant longtemps dans ma jeunesse et on travaillait avec d'autres artistes, on travaillait dans le milieu artistique parce qu'on avait des représentations un peu partout dans la France. Du coup, j'ai côtoyé un tout petit peu ce milieu-là. Donc, je vais essayer de peut-être pas de comparer parce que j'ai pas tous les éléments de comparaison, mais de te dire comment ça fonctionne ici et de te donner peut-être aussi l'expérience que j'ai pu entendre des Brésiliens qui ont travaillé avec les Français et qui m'ont raconté leur propre expérience. Alors, ce que je trouve fascinant avec les Brésiliens, pour commencer, c'est leur capacité à ne pas avoir besoin d'être guidés et à toujours surprendre. J'en suis au voyage numéro 19, donc ça fait 19 fois que certains professeurs font exactement la même chose dans la même activité. Et pour autant, ils arrivent chaque fois sans avoir besoin de me consulter, sans me demander quoi que ce soit. Ils arrivent à trouver des choses nouvelles pour la même activité. Ils arrivent à trouver des choses nouvelles. Ils arrivent à se renouveler. Ils arrivent à ajouter, à transformer. Et je trouve ça absolument fabuleux parce qu'ils n'attendent rien de moi. Et ils prennent des initiatives. Ils n'ont pas besoin d'être guidés. Et c'est d'une facilité déconcertante de travailler avec eux. De l'expérience que j'ai eue moi plus jeune en travaillant dans ce type de milieu, j'avais plutôt la sensation que les artistes faisaient ce qu'ils avaient à faire, c'était chouette, mais qu'ils avaient quand même besoin d'être plus guidés ou du moins j'ai l'impression qu'en France, peut-être qu'on prend moins de liberté. Et donc la question c'est est-ce que parce qu'on prend moins de liberté, on a moins de choses surprenantes qui arrivent? Je sais pas, c'est une question ouverte, si jamais tu as la réponse, je suis preneuse. Du coup, ils sont hyper autonomes dans tout et quels que soient les problèmes, les difficultés qu'on peut rencontrer, les Brésiliens vont toujours trouver une solution. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit, finalement, il n'y a pas de caisse de son, alors qu'on a besoin de la musique, pas de problème, ils vont inventer un moyen de faire de la musique. Il pleut, on ne peut pas aller dans l'endroit où on est, pas de problème, on va trouver un moyen de faire. Il manque un élément, pas de problème, on va trouver un moyen. Il y a toujours une solution et les Brésiliens d'ailleurs ont tendance à dire qu'il n'y a aucun problème que l'on puisse résoudre. Et effectivement, en travaillant avec eux depuis un moment, je me rends compte que oui, c'est vrai et que je n'ai jamais eu de problème sans solution. On a toujours réussi à trouver un truc. Les Brésiliens ont une expression qui est dar um jeito. Dar um jeito, ça veut dire on va faire quelque chose. Et je parlais beaucoup avec mon ancienne propriétaire qui est une artiste et qui a dirigé des compagnies de théâtre notamment. Et elle a beaucoup travaillé en Europe, elle a vécu 25 ans en France, donc elle a travaillé avec des Français et avec d'autres cultures. Elle a travaillé avec des Brésiliens, des Roumains, je me souviens bien de l'exemple des Roumains.
et avec d'autres cultures que j'ai oubliées et avec des latinos, beaucoup de latinos. Et elle me disait qu'elle voyait cette grande différence avec les Français qui arrivaient quelque part et si tout n'était pas comme c'était prévu, c'était la fin du monde et c'était pas possible de faire les trucs et c'était assez compliqué. Alors que dès qu'elle était avec par exemple des Roumains, des latinos, des Brésiliens, et ben c'était super facile parce qu'en fait ils bidouillaient les trucs, ils changeaient nanana, il n'y avait aucun problème. De même que si il y avait du retard, et ben ils trouvaient un moyen que ça fonctionne, même si c'était pas exactement ce qui était prévu. Et elle disait que quand elle travaillait avec des Français, ça ne fonctionnait pas. Peut-être que c'est avec notre construction. De ce que je vois en vivant au Brésil, c'est que nous, on est très carré quand même dans ce qu'on fait, les Français. Peut-être qu'on on est habitué parce qu'on vit dans un environnement qui est très carré. Et peut-être qu'on est moins habitué à avoir des problèmes qui surviennent parce que généralement, les choses fonctionnent assez bien. Alors qu'ici, les choses fonctionnent pas très bien, donc on est obligé de trouver une solution pour tout. Un truc que je trouve absolument ouf avec les Brésiliens, c'est que très souvent, ça ressemble, ce qu'on est en train de faire, à un énorme bordel. Et avec ma vision, je pense, de française, je regarde le truc en me disant, mon Dieu, ça ne va jamais marcher. Parce que c'est pas organisé comme j'ai l'habitude que ce soit organisé, parce que ça part dans tous les sens, parce que voilà, beaucoup d'informations, beaucoup de choses, justement des libertés, tout ça, et bien à la fin, ça marche toujours et je suis toujours choquée de voir le résultat. Il y a un truc que j'ai trouvé assez ouf dans le fait de travailler avec eux également, c'est il y a une expression au Brésil qui est tamo junto, qui dit on est ensemble. Et en fait, ce on est ensemble, je le croyais. Je ne me remettais pas en question ce on est ensemble, mais quand je l'ai expérimenté, j'ai réellement vu la portée de ce on est ensemble. À un moment donné, j'ai eu un voyage où il y a eu plein d'annulations, c'était à la période du confinement et les filles pensaient qu'elles ne pouvaient pas venir au Brésil, donc j'en ai plein qui ont annulé. Et pour les filles qui restaient, c'était compliqué parce qu'elles n'étaient pas assez pour que je puisse continuer le voyage. Si je continuais le voyage avec le nombre de filles, j'étais en perte, c'était très compliqué, donc ça ne pouvait pas marcher. J'ai été voir les professeurs et je leur ai dit que voilà, que peut-être il y avait une possibilité que ce mois-ci, il n'y ait pas de voyage. Il faut savoir que ces professeurs-là, pendant toute la période de la pandémie et encore un peu maintenant, ils ne vivaient que des voyages et ils n'avaient aucune autre source de revenus parce que tout était fermé au Brésil et il n'y avait absolument rien, mis à part ce travail-là que je leur donnais tous les mois de manière régulière. Et donc, je savais que ça allait être un peu la fin du monde parce que ils avaient des factures à payer et qu'ils auraient un mois sans rentrée d'argent. Donc, j'ai été les voir, je leur dis ça et beaucoup de professeurs m'ont répondu exactement que il n'y avait aucun problème pour qu'ils ne soient pas payés, que le plus important c'était que le projet soit maintenu et que dans tous les cas, ils trouveraient des solutions et que c'était pas grave, mais que le groupe était plus important que l'individuel et que ce qu'on avait créé, il fallait que ça continue, qu'il y ait de l'argent ou pas de l'argent. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Ils étaient super sincères et ils me l'ont toujours dit et ils me l'ont toujours répété que quoi qu'il arrive, on trouverait toujours une solution et que l'argent, c'était pas le plus important. Et finalement, le voyage a eu lieu. Finalement, il y a eu le nombre de filles nécessaires parce qu'il y a des filles qui se sont inscrites et elles ont été payées et tout le monde a été payé en temps et en heure. Et dans tous les cas, même s'il n'y avait pas eu le nombre de personnes inscrites et que j'avais dû être en négatif, j'aurais payé les professeurs parce que c'était la priorité. Mais juste de savoir que j'ai cette possibilité que si un jour il y a un problème qui soit avec moi pour de vrai, c'est énorme. Est-ce que des Français auraient fait ça ? Je sais pas, je connais l'attachement des Français au cachet et à ce que le travail soit payé en temps et en heure. J'ai demandé par exemple à Eros, mon ancienne propriétaire, ce qu'elle en pensait et elle m'a dit, de mon opinion, en ayant travaillé 25 ans en France, les gens ne t'auraient pas suivi et le projet tu n'aurais pas pu le faire et tu aurais dû annuler ce mois-ci parce que tu n'aurais eu quasiment personne avec toi pour t'aider. Peut-être qu'elle a tort, moi je pense aussi que ça aurait été comme ça en France et donc je suis très agréablement surprise, en même temps pas si surprise que ça des Brésiliens. D'ailleurs, j'ai eu plein de cas avec les professeurs que j'invite dans mes voyages où je leur parle du projet, je leur dis pas encore que le prix, tout ça, je leur parle du projet et avant même que j'ai donné un tarif, que j'ai donné quoi que ce soit, ils sont super partants et ils me disent genre oui, je veux le faire, c'est génial, nanana, Et après, ils m'envoient un message en mode mais est-ce que par hasard, tu as un peu d'argent pour nous aider à payer la nourriture et le déplacement ? En mode, tu vois, tout petit pour voir si éventuellement il y a quelque chose. Et moi, j'étais toujours surprise par ça parce qu'au début,
je partais du principe que c'était évident que ce soit payé. Personne ne travaille sans être payé. Et moi, je ne ferai jamais travailler personne sans la payer. Et en fait, en parlant avec Sandra, ma coloc, mon ancienne coloc, qui est aussi une artiste, elle m'a expliqué que très souvent, elle a fait des boulots qui n'étaient pas payés. Généralement, elle accepte les boulots avant même de savoir s'ils sont payés, pas payés, s'il va y avoir quelque chose à la fin, parce qu'en fait, elle est en premier, elle est animée par le projet, par l'art, par le fait d'être avec des gens, de construire des choses ensemble. Et si jamais il y a un peu d'argent à la fin, c'est chouette, mais voilà, c'est pas la priorité. Et en travaillant depuis 2 ans maintenant avec des artistes brésiliens, ça se confirme à chaque fois. Et quasiment tout le temps, les gens ne courent pas après leur cachet et ne me demandent pas le cachet avant que moi je le dise. Et quand je propose le cachet, ils sont super heureux. Alors je propose un cachet qui est, je pense, bien plus élevé que ce qui est proposé normalement, parce que j'ai pour objectif de bien payer les gens dans tous les dans tous les projets que j'ai au Brésil, et dans ma vie aussi, j'espère que j'ai toujours été comme ça. Donc les personnes acceptent avant même de savoir qui est un cachet, et je trouve ça magnifique. Ce que je trouve génial, je te disais tout à l'heure que les gens se réinventent, mais aussi les gens proposent beaucoup de choses et sont vraiment très dedans, et sont vraiment très investis, hyper investis. Et tu vois, par exemple, j'ai des personnes avec qui je travaille, je connais une compétence qu'ils ont, et du coup on monte un truc par rapport à la compétence qu'ils ont dans l'art, hein, toujours dans l'artistique, tout ça, la danse, la musique, tout ça. Et en fait, les personnes proposent d'elles-mêmes plein d'autres choses qu'elles savent faire. Les Brésiliens sont très multi-compétences, je ne sais pas si ça se dit. Et donc, généralement, un artiste, il sait faire beaucoup de choses. J'imagine en France aussi que les artistes savent faire beaucoup de choses, mais je crois que nous, les Français, on est très à fond dans une grande compétence. Et j'ai beaucoup moins vu ou rarement vu des Français artistes qui savaient faire autant de choses que font les Brésiliens. Des artistes que je connais peuvent être capables de faire des échasses, faire une activité de feu, de danse, et faire encore plein d'autres trucs, du théâtre, de la musique, chanter, danser. Enfin, c'est assez incroyable comme les Brésiliens sont multipotentiels, probablement parce que c'est dans leur culture d'avoir accès à plein de choses comme ça, culturelles ou liées à l'art, et du coup je crois qu'ils ont plus d'opportunités depuis qu'ils sont petits. Par exemple, à l'école, c'est très normal d'avoir de la danse et du chant dès la maternelle. Dès la maternelle, on chante beaucoup et on danse beaucoup. L'accès aux instruments de musique aussi est beaucoup plus facile, parce que dès qu'ils sont petits, à l'école, ils en ont. Et aussi dans les maisons, il y a beaucoup d'instruments de musique. En tout cas, dans le monde que je fréquente. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils sont multipotentiels. Et c'est hyper agréable de travailler avec eux par rapport à ça, parce que ça donne plein de possibilités auxquelles on ne pense pas. Et ça fait, par exemple, pour mon projet, un projet qui crée, c'est comment on dit en français, qui grandit avec la force de chacun et qui ne repose pas sur moi. Et ça, c'est absolument magnifique que ça ne repose pas sur mes épaules. Des expériences que j'ai eues en France, je ne me souviens pas que ça a été comme ça, et je me souviens plutôt que quand une personne dirigeait un projet, elle dirigeait le projet. Moi, j'ai été la personne qui est contractée. Je ne me souviens pas qu'on était si impliqués dans l'évolution d'un projet qui n'était pas le nôtre quand on était juste contracté, là comme c'est le cas une fois par mois dans ce projet-là. Donc ça, c'est un truc que j'aime énormément chez les Brésiliens. L'exemple que j'ai pu voir aussi, c'est la division du cachet et le collectif. Les Brésiliens sont hyper collectifs parce que c'est un pays avec une culture différente, avec des origines indigènes, en français on dirait indigenous, indiennes, des origines indiennes, des origines africaines, et je pense que ça doit jouer dans la culture brésilienne. Et donc tout se fait dans le collectif, dans la famille, dans le groupe, au quotidien. Et dans l'expérience que j'ai eue de travail avec les Brésiliens, j'ai ressenti exactement la même chose. Par exemple, il est déjà arrivé plusieurs fois que des professeurs me demandent s'ils pouvaient inviter d'autres amis professeurs à faire une activité, et en me proposant que simplement ils divisent le cachet avec l'autre personne. Et moi je comprenais pas le délire, parce que je me disais, mais pourquoi cette prof de danse veut diviser son cachet avec une autre prof de danse alors qu'elle a besoin d'argent? C'est la pandémie, c'est la merde. Et en gros, comme l'autre personne avait besoin d'argent également, et la professeure invitait une copine à elle pour pouvoir travailler, diviser l'argent pour que chacune puisse avoir un petit peu d'argent. C'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé très souvent. Quand c'est comme ça, en fait, moi je multiplie et je trouve un moyen qu'il y ait plus d'argent, parce que je trouve ça plus juste, et parce que voilà, chacun a besoin de travailler, et si on peut, on fait les choses. Et je n'ai jamais vu ça en France, et je ne sais pas si des Français le feraient. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un petit peu le milieu des artistes en France, ou le milieu du travail. Est-ce qu'un travailleur français, il proposerait d'inviter un ami à lui qui n'a pas d'argent pour diviser son salaire avec lui, juste pour l'aider?
Je sais pas, je suis pas sûre. Et quelque chose que j'adore chez les Brésiliens pour terminer, c'est qu'ils sont enthousiasmés par tout. Tout est merveilleux, tout est exceptionnel, tout est waouh. Et quand nous les Français on arrive ici et qu'on rencontre des Brésiliens un peu comme ça, que ce soit dans l'art ou dans tout, on a tendance à croire qu'ils exagèrent et que c'est un peu hypocrite et on est toujours un peu sur la réserve. Mais après 4 ans au Brésil, j'ai vraiment conscience du fait que c'est pas de l'exagération et c'est pas du mensonge et c'est pas de l'hypocrisie. C'est réellement que les Brésiliens s'enthousiasment très vite. Et l'enthousiasmement, c'est l'enthousiasmement, je sais pas comment on dit, comment on dit en français, l'enthousiasmement, enfin l'enthousiasme. T'as compris? C'est quelque chose qui donne de la force à l'autre. Si tu arrives vers quelqu'un qui crée quelque chose, qui est dans le début de quelque chose, le truc, même s'il n'est pas ouf encore, mais que tu es super enthousiaste, que tu lui dis que c'est génial, qu'il va y arriver, que c'est super, nanana, et bien cette personne, tu lui donnes énormément de force et de courage pour continuer. Les Brésiliens ont cette culture-là de te pousser toujours vers le haut, alors que nous, les Français, on a un regard très critique. Et ça, pour le coup, j'en suis sûre. Et donc, le regard critique, ça fait qu'on ose moins faire des trucs, qu'on ose moins se mettre en avant, qu'on ose moins essayer des nouvelles choses. Et peut-être, ça crée justement cette culture brésilienne qui est si riche culturellement et la culture française où on fait moins de choses peut-être individuellement. Voilà, les Brésiliens vont tenter, vont expérimenter de manière individuelle, en groupe, et nous, on va avoir un peu plus peur de faire des choses, on va avoir un peu plus honte. Ça, c'est pour l'expérience dans le domaine artistique. C'est une expérience très positive jusqu'à aujourd'hui. J'ai rarement jamais été déçue, ça a toujours fonctionné. Et pendant que je te dis ça, je me rappelle d'un des profs qui souvent arrive bourré dans ses cours. Il s'appelle Tarcisio, il est très marrant. Il arrive souvent bourré et je me souviens que la première fois, je me suis dit « Oh merde, ça va être la merde, ça va être la merde ». Il était arrivé à la maison, il était tombé parce qu'il s'était pris une marche. Il faisait n'importe quoi, machin, et au final, ça a fonctionné, c'était génial et c'était un cours qui était super. Et je me souviens aussi de toutes les fois où ça aurait pu être la merde parce que voilà, c'était compliqué, parce qu'il y a eu des changements de dernière minute, parce que, comme je t'ai donné l'exemple, on n'a pas de caisse de son, ou bien on a la caisse de son, l'enceinte, c'est l'enceinte en français, on a l'enceinte mais elle n'a plus de batterie, et on s'en est toujours sorti et ça a toujours été génial et j'adore les Brésiliens pour ça. Maintenant, on va parler de la construction parce que c'est un autre sujet. J'ai travaillé donc avec des Brésiliens dans le domaine de la construction. J'ai acheté cet appartement dans la favela de Rocinha. Quand je l'ai acheté, l'appartement était nickel. Mais Leandro et moi, on a eu cette folie de vouloir tout casser et tout refaire. On l'a fait. Et donc, on a eu plusieurs mois de travaux. Et là, j'ai dans ma nouvelle maison qui est à Santa Teresa, un autre quartier, des travaux en cours. C'est une maison qui est immensissime, qui fait 400 mètres carrés, 3 étages. C'est une maison historique avec tout ce que ça comporte de choses positives et de problèmes. Et donc, ça fait des mois et des mois que je suis dans les travaux. Travailler dans le bâtiment avec des Brésiliens, c'est très dur. C'est extrêmement difficile. Il faut savoir que c'est extrêmement dur de trouver des gens qui soient qualifiés. J'ai la conviction que les Français sont très qualifiés dans les métiers qu'ils ont parce qu'on reçoit une très bonne éducation à l'école, parce qu'on nous demande des qualifications, donc on doit se former, on reçoit des bonnes formations. Ici, on ne te demande pas grand-chose et les gens se forment un petit peu comme ils peuvent. Et donc, tu peux très bien contracter un ingénieur ou un peintre en bâtiment qui va te dire qu'il a de l'expérience et en fait, il va te faire que de la merde. Et d'ailleurs, généralement, pour contracter quelqu'un qui travaille bien, on se passe les contacts. Et moi, j'ai du mal à travailler avec une personne qui n'a pas été recommandée par une personne que je connais. Je pense qu'en France, on fait ça aussi, on se recommande les personnes, mais ça reste quand même assez rare. Est-ce que c'est rare? Disons que c'est pas rare qu'il y ait des malfaçons dans les travaux, mais s'il y a des malfaçons, tu peux te tourner dans la majorité des cas contre la personne et tu peux demander des comptes, tu peux demander voilà, à ce que ce soit refait et compagnie, on a des droits. Ici, comme beaucoup de choses sont informelles, tu peux pas vraiment le faire. Exemple, on s'est rendu compte que une fois que la cuisine était terminée, que nos ouvriers avaient fait de la merde par rapport aux tuyaux et compagnie, que c'était un gros bordel et que ça fonctionnait pas, que l'eau sortait pas, alors que la cuisine était finie, qu'on avait mis tout le carrelage, que tout était
été nickel chrome, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, on ne peut rien faire. On n'a pas contracté une société, on a contracté des ouvriers indépendants et donc on n'a personne vers qui se tourner. Et bien voilà, c'est un peu le problème qu'on va rencontrer ici. Les gens ne sont pas qualifiés et les gens peuvent vraiment faire de la merde. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse de suivre tous les travaux de notre maison et tous les problèmes qu'on a eu pendant les travaux de cette maison-là, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur ce sujet qui soit sont sorties, soit vont sortir. Je suis en train de les préparer et en fait, j'ai filmé au jour le jour tous les travaux qu'il y a eu dans cette maison-là. Dans ma nouvelle maison, j'ai pas pu le faire parce qu'on a dû faire des travaux express en 10 jours. Donc, je te ferai plutôt un truc où je vais témoigner de ce qu'on a fait. Et pour les travaux de ma maison à moi, ma maison est divisée en 3 étages. Il y a mon appartement, l'appartement de ma maison d'hôte et un lieu commun qu'on appelle le loft. Pour ma maison à moi, je te filmerai tout parce que j'aimerais que tu vois comment c'est des travaux au Brésil. Bref, je reviens au sujet de la vidéo. Un truc qu'il y a ici également, c'est qu'on a besoin d'être beaucoup derrière les personnes qui travaillent. Léandro a passé ces derniers mois quasiment tous les jours dans la maison avec les ouvriers et en fait il s'est rendu compte que voilà, quand il n'était pas là, il y avait toujours des problèmes, il y avait toujours des choses qui ne marchaient pas, ou les gens étaient très lents. Généralement dans les travaux comme ça, il y a de la musique, on chante, on rigole, on danse, c'est génial, ce que je trouve cool, c'est bien de travailler dans des bonnes conditions, mais il se rendait compte qu'il y avait des moments où les ouvriers faisaient que discuter, rigoler, blaguer et en fait ils avançaient pas et ils travaillaient pas. Et s'ils n'étaient pas là tous les jours pour un peu voilà, pousser les gens à bosser, et ben ça fonctionnait pas. Donc c'est très dur de faire confiance et je pense que des gens qui ne sont pas présents, qui font des travaux à distance, ce genre de choses, j'ai déjà rencontré des Français qui essayaient de faire ça, de faire construire une maison en étant loin des travaux. Eh ben, je suis pas sûre que ça fonctionne à moins de payer quelqu'un, un maître d'œuvre, je crois que ça s'appelle, qui soit vraiment sur le terrain. Nous, on avait Juliana qui était la décoratrice intérieure qui s'occupait de ça, mais elle n'était pas toujours présente. Et donc, c'est Leandro qui a repris le flambeau. Et réellement, ça prend énormément de temps parce qu'il faut être tout le temps là. On s'est rendu compte justement que les mecs avaient fait plein de bêtises qu'on a réussi pour le coup à rattraper, mais il y a eu plein de bêtises, de choses totalement incohérentes. Et quand tu regardes, tu te dis, mais moi, par exemple, qui n'ai jamais rien construit de ma vie, je le vois que ça marche pas et je le vois que ça n'a aucun sens ce qui a été fait. Comment une personne qui a des années d'expérience, elle peut ne pas voir cette erreur-là? C'est tellement fou des fois. Ben voilà, c'est comme ça ici. Il y a aussi un truc, c'est que les gens prennent beaucoup de chantiers en même temps. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça en France, mais un ouvrier, par exemple le peintre en bâtiment, il va prendre plein de chantiers en même temps et il va aller un peu là où il a le plus d'argent. Donc ça veut dire que si tu le payes avant qu'il ait fait les travaux, c'est la merde absolue parce que comme il a déjà l'argent dans la poche, il va essayer de faire de l'argent en acceptant d'autres chantiers et il va aller dans les autres chantiers et il va un peu te laisser galérer. Donc tu vas devoir l'appeler tout le temps, il va disparaître, il va revenir après, hein, c'est la merde. Si tu lui donnes un salaire qui est un peu, voilà, pas ouf ou que tu négocies un peu, ça va être pareil. Comme il veut gagner de l'argent, il va accepter tous les autres chantiers. Si quelqu'un le paye beaucoup plus, il va aller sur l'autre chantier qui le paye beaucoup plus et beaucoup plus vite. C'est ce que nous, on a fait. Nous, par exemple, on paye les gens à la journée. Non, c'est pas ça, justement, on paye pas les gens la journée. On a arrêté parce que ça ne marchait pas, parce que justement les choses traînaient et du coup on se retrouvait à beaucoup payer pour un résultat qui n'était pas ouf. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à payer les gens au résultat en disant ben voilà, il y a, je sais pas moi, il y a tant de pièces à peindre, tu es payé tant avec un salaire plus haut que ce qui est proposé normalement, tu es payé tant et si tu fais en 2 jours ou en 10 jours, tu as le même salaire. Les gens le font en 2 jours parce que c'est comme ça, parce qu'on est des humains et que quand on a la carotte, on fait les choses. Et donc ça c'est une spécificité qui est ici, je ne sais pas du tout comment c'est en France. Est-ce qu'en France les gens acceptent plein de contrats en même temps ? Je sais pas. En même temps, encore une fois, comme tout est informel, voilà, les gens vont où ils peuvent. Et on est aussi dans un pays où les gens n'ont pas d'argent, où ils ont beaucoup de factures à payer. On est en pleine inflation, en pleine crise, il y a le Covid, nanana. Donc c'est aussi pour ça que les ouvriers, qui généralement n'ont pas énormément d'argent, sont assez désespérés et vont un peu où ils peuvent. Et donc ça peut se comprendre. Une petite curiosité, alors que j'ai jamais vu en France, mais peut-être ça existe, c'est que mes ouvriers dans les deux trucs de travaux, ils dormaient sur place. Par exemple, je l'ai montré dans une vidéo, dans un vlog, et je vais le montrer dans la vidéo des travaux de cette maison. Rogerio, qui est genre le principal, et c'est un peu le chef de tous les ouvriers, lui, il vient avec son matelas. Il a son matelas et il dort tout le temps à la maison. Il prenait des bains dans ma baignoire quand il a construit la maison. Et il vivait dans ma maison avant que j'y sois. Et le jour où j'ai reçu les clés, même s'il y avait encore plein de travaux dans la maison, il n'a plus voulu dormir dans la maison, bien entendu, même si je n'habitais pas encore dans la maison. Le jour où vraiment il a su que j'avais les clés et que je pouvais venir,
dans le sens où que la maison était tellement avancée que ça y est, je pouvais commencer à faire un peu mon déménagement, et bien il a arrêté de dormir bien entendu dans la maison. Là dans ma maison de Santa Teresa où il est en train de faire les travaux en ce moment, tous les peintres ont dormi pendant toute la durée de la peinture, justement parce qu'ils voulaient terminer super vite. Du coup le matin il se réveillait, il faisait la peinture jusqu'à la nuit pour faire les travaux super vite. Lui fait pareil, il fait tous les travaux en ce moment là-bas. Et donc je crois que c'est quelque chose d'assez commun ici qui moi m'a surprise. Un autre truc, je ne sais pas si c'est pareil en France, moi je suis responsable de régler les repas des personnes qui travaillent dans ma maison, des ouvriers. Donc il y a un budget alloué à ça. Est-ce qu'il y a ça en France? Je ne sais pas. Hein. Il y a un budget alloué à ça où quand Leandro il est sur le chantier, c'est lui qui va acheter à manger pour les ouvriers, ou bien il ramène les ouvriers, on va manger tous ensemble, machin, machin. Et il ne me semble pas avoir déjà vu ça et je trouve que c'est bien. De le faire parce que bah, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et si moi j'ai les moyens de faire des travaux chez moi, bah, je dois avoir les moyens de nourrir les gens qui travaillent chez moi. Donc je trouve que c'est bien. Après c'est vrai que c'est une responsabilité en plus, ça fait partie du jeu. Mais même si je dis qu'ils sont moins sérieux que les Français, qu'ils sont moins formés machin, ce que j'ai beaucoup aimé en travaillant avec des Brésiliens, c'est que encore une fois, il n'y a aucun problème qui n'est pas une solution. Et quoi qu'il est arrivé, quoi qu'il soit arrivé dans le chantier, tous les problèmes qu'on a rencontrés, en fait, chaque fois, ils ont pris le truc, problème qui soit de leur faute ou pas de leur faute, souvent c'était pas de leur faute, c'était les ouvriers d'avant ou un problème voilà, qui arrive sur le chantier. Ils ont toujours pris les trucs avec beaucoup de légèreté, dans le bon sens de la légèreté, avec beaucoup avec un grand sourire et chaque fois, ils m'ont répondu cette phrase qu'il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas résoudre et a gente vai dar um jeito. On va trouver une solution, on va faire quelque chose. Et finalement, ils ont toujours résolu les problèmes. Et ça, je l'ai vu beaucoup dans la favela où les gens doivent être malins au quotidien. Tu dois être malin pour tout résoudre parce que ben, la vie dans la favela est compliquée. Et ben, les gens de la favela, ils ont ce truc qu'on appelle ici malandrage peut-être. Ils ont ce truc d'être capable de bam 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 trouver des solutions pour tout. Voilà un petit peu mon expérience avec les gens avec qui j'ai pu travailler ici au Brésil. Si un jour je travaille avec d'autres corps de métier, je t'en parlerai. Peut-être que ça peut t'intéresser, peut-être que ça peut t'aider si jamais toi tu as des projets au Brésil de travailler dans l'art, de travailler avec des artistes, de travailler dans les travaux, de construire ta maison, tout ça, tout ça. Si jamais tu as besoin de plus d'informations, tu me demandes dans les commentaires et je te répondrai avec plaisir sur tout ce que j'ai. Si jamais tu viens au Brésil, tu as besoin de contact, envoie-moi un message, je te donne le contact de ma décoratrice d'intérieur qui est génialissime et j'aurai l'occasion de te parler d'elle. Je voulais en parler dans cette vidéo mais je pense qu'il y a tellement de choses à dire que vaut mieux que je te montre en fait ce qu'elle réalise. Si jamais tu arrives au Brésil, à Rio et que tu veux des contacts aussi de gens qui font des travaux, qui sont compétents pour tous les corps de métier, maintenant je suis une spécialiste, tu m'envoies un message sur Instagram et je te donne des contacts avec grand plaisir. D'accord? Je te fais des gros bisous. Ciao. Ah, et raconte-moi un peu des expériences en France. Des travaux de ta maison. Je sais que c'est pas si facile que ça. Non plus en France, je sais. Bisous. Ciao.